Donc, on va vous présenter durant tout ce live avec quelques surprises, hein. Il y a une première surprise, vous le verrez dans le commentaire dans la description sur YouTube, c'est que vous pouvez télécharger mon guide gratuit sur les astuces plongée. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une autre surprise. J'en profite pour vous montrer cette magnifique petite tortue. Hein, regardez-la bien, puisque en fin de live, on vous demandera de nous dire de quelle tortue il s'agit selon vous. Hein. Je vous la montrerai à la fin. Et puis, merci à tous d'être là. Je vais laisser Jérémy se présenter. Merci beaucoup. Je suis donc Jérémy, je suis titulaire d'un master biologie, écologie marine et ainsi de suite. Formateur bio en plongée, plongeur niveau 3, dive master, plongeur pro 2B et ainsi de suite. Je vais pas tout étaler non plus. Mais surtout, je suis prof. Désolé, je suis prof de SVT dans le secondaire. Et je suis là pour vous faire une petite présentation sur le genre de choses qu'on peut raconter sur les tortues marines. Oui, on est par exemple. Merci Vincent. Et je te laisse te présenter, donc. À ton tour. Allez, je me présente. Donc, il y a beaucoup qui me connaissent, mais donc moi, je suis Vincent, hein, de l'école de plongée Aquadomia à Marseille, Parc National des Calanques, et aussi en Martinique lors de l'université d'hiver en février. Moi, j'ai créé Aquadomia il y a 15 ans. C'est une société que je co-gère désormais avec Bruno Schierling. On fait de la formation accélérée du débutant au moniteur. Je suis très sensibilisé aux questions d'environnement, aux questions de biologie. Et donc, je suis très heureux parce que la tortue dont vous apercevez la patte, là, c'est celle que on va bientôt aller voir lors de l'université d'hiver en Martinique. J'ai eu la confirmation qu'elle aura bien lieu cette année. Et donc, il reste encore quelques places. Donc, c'est un petit message. Et puis, personnellement, j'ai déjà rencontré pas mal de tortues, un petit peu partout. Hein. Alors, je vais peut-être oublier des destinations, mais j'ai vu des tortues en mer Rouge, j'en ai vu au Mexique, j'en ai vu en Thaïlande, j'en ai vu aux Maldives, j'en ai vu bien sûr en Martinique, en Guadeloupe. Je ne vais pas tout citer parce que je vais en oublier. Et en Méditerranée, n'oublions pas. Et j'en ai aperçu aussi en Méditerranée, tout à fait. Merci Jérémy. Donc, ce live va pouvoir commencer. Pendant le live, vous pouvez poser vos questions. On ne va pas y répondre immédiatement, mais plutôt à la fin du live. Hein, j'en profite pour dire bonjour à GPSC, à Brigitte, à Gloda. Et voilà, on va pouvoir commencer la présentation. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Facebook, n'hésitez pas à partager pour que tout le monde puisse en profiter. Jérémy, j'ai assez parlé. Je te donne la parole. Eh bien, pas de souci. Donc, c'est une présentation concernant les tortues marines, les tortues aquatiques en général. Je vais encore développer ce sujet sans mettre trop de mots compliqués et sans être trop dans le détail, hein, parce que c'est parfois rébarbatif. C'est en tout cas ce que Vincent m'a dit. Donc, mais par contre, j'ai un côté prof, donc je vais tenter d'expliquer avec des observations qu'on peut faire, avec ce qu'on peut remarquer et autres. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, pour parler de tortues dans l'eau, il faut savoir un peu ce que sont les tortues auparavant. Pour savoir tout ça, je me suis servi de plusieurs sources, donc de Sea Turtle Ecology de SSI, que Vincent et Aquadomia justement peuvent vous permettre d'avoir en cours en ligne. Je me suis beaucoup servi de Doris, de Vincent, que la FFESSM conseille, et aussi Vincent Marron, que vous avez vu peut-être dans la dernière présentation de Vincent Desfossés. C'est très bien passé. Il y a aussi un groupe de Tortues Marines France qui convient de citer parce qu'ils fournissent beaucoup d'informations en rapport avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, le Grand National. Et toutes ces informations ont permis de choper différentes photos, différents exemples qui permettent de donner une mouvance à cette présentation. Comme par exemple avec Kélonia ou le Centre d'études et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée, qui est basé à côté de Montpellier. Voilà. Donc, observons-nous. Comme je disais. Non, pas la vidéo. C'était pour voir. Donc, vous voyez une tortue marine. On est en mer, vous voyez qu'on voit la lumière, on n'est pas très profond. On va expliquer pourquoi cette profondeur. Là, en observant la tortue, on voit son dessus, on voit sa tête, on voit ses nageoires. Tiens, nageoires. Est-ce que c'en sont vraiment? Il faudrait peut-être en discuter. Donc, ce sont par ces différentes observations qu'on va pouvoir savoir
peut-être une identification de la tortue qu'on vient d'observer. C'est encore la même tortue. Oui, elle apparaît deux fois, hein. Le diaporama est un peu lourd. Ça permet de vraiment voir la nage, c'est assez merveilleux, hein, sachant que tu en parleras sûrement tout à l'heure. Mais Voyons qu'elle a la nage coordonnée. Les deux palettes natatoires, car il faut les appeler comme ainsi, fonctionnent en même temps. Alors que beaucoup de tortues aquatiques que vous voyez, peut-être la tortue de Floride, que l'on peut retrouver en invasive dans le coin, on va en parler aussi, nagent un peu comme un crawl. Oui. Donc c'était une tortue qu'on avait observée. Je vais pouvoir vous dire là déjà que c'est une tortue verte, bien qu'elle soit orange. Mais on pourra avoir cette explication. Ça, tiens, c'est membre avant. Mais je pensais que les tortues, c'était des vertébrés. Et son membre avant, là, on avait vu une sorte de grosse nageoire. Mais en fait, si on regarde à l'intérieur de cette grosse nageoire, justement, on s'aperçoit qu'il y a des os, il y a une sorte de main, et qu'en fait, ce ne serait pas une nageoire, ça serait plutôt une palette natatoire, comme les dauphins, par exemple. Les dauphins n'ont pas de nageoire non plus, ils ont des palettes natatoires. C'est le bras entier. Regardez, par exemple, si on fait la comparaison avec le bras humain, il y a un humérus, il y a un radius, il y a une ulna, qui n'est plus appelée fibula, qui n'est plus appelée cubitus, pardon. Il y a une main avec des phalanges et des doigts. C'est un vertébré, tout comme nous. S'il te plaît. Pour parler des tortues, autant commencer par parler d'une tortue qu'on vous connaît à peu près, qu'on peut voir dans son jardin si on vit dans le sud de la France par exemple, ou en Europe. Tout simplement, une tortue grecque, tiens. Une tortue grecque qui peut rentrer sa tête dans sa carapace, se protéger ainsi et faire comme une boîte. D'où le, le titre de la présentation, hein, en boîte de nuit comme de jour. C'est une boîte, mais je suis un peu biologiste. Et quand je vois une boîte, moi j'ai envie de l'ouvrir. Je suis désolé, Vincent, s'il te plaît. je peux faire un aparté? Oui. On voit la tête rentrer là. Toutes les tortues terrestres peuvent le faire, mais les tortues marines ne peuvent pas le faire, si je ne me trompe pas. Exactement, on va en parler. Ah, ouais, tiens, la boîte a été ouverte. On a le plastron, donc la partie ventrale, qui a été ouverte, et il y en a beaucoup qui pensent que la tortue porte sa maison sur le dos, et qu'à l'intérieur, c'est un squelette normal. Mais non, en fait. Si on observe bien, les côtes sont scindées avec la carapace, et cette carapace que l'on voyait avec ses écailles à l'extérieur, à l'intérieur, en fait, c'est une boîte osseuse. On voit une couche blanche, comme vous voyez. Ça, c'est pour la tortue grecque. C'est donc une boîte faite d'os de son torse. Et pour la tortue marine, si on observe une tortue marine, comme Vincent m'a le placé à côté, c'est à peu près la même chose. On voit que les côtes sont scindées à la carapace. C'est vraiment une particularité. Si on voyait ça, attends, je vous ai dit que ça ressemblait au bras de l'être humain, parce que ce sont des vertébrés tout comme nous. Si on avait à peu près le torse qui faisait la même chose, ça serait bizarre. Je t'en prie, Vincent. C'est ce qu'a fait un artiste, un artiste chinois, si je me souviens. Vous ayez son nom en dessous. Si on ressemblait à certaines espèces, certains genres en tout cas, à quoi on pourrait ressembler par nous-mêmes? Comme je vous ai dit, on aurait le torse vraiment gonflé. Peut-être pratique en plongée pour la capacité pulmonaire, mais je pense pas qu'au niveau d'apparence, on aurait un grand succès. Je t'en prie, Vincent. Effectivement, effectivement. Donc, par contre, si on regarde à l'intérieur avec encore les organes, on peut s'apercevoir de particularités. Donc, déjà, les tortues, elles ont 3 paupières. On voit qu'elles n'ont pas d'oreilles, externes en tout cas, hein. Elles ont des oreilles internes situées derrière les yeux. On voit qu'elles n'ont pas de dents, que c'est remplacé par un bec. Qu'elles ont, à l'arrière, un cloaque. Un cloaque. Cloaque, c'est en fait l'endroit où se déversent tous les excrétions urinaires et les excrétions fécales. Je vais les appeler comme ça, bon, pipi et popo, hein, si vous voulez savoir. Ça se déverse dans le même endroit et ça fait des chures qui contiennent tout à la fois. Tiens, ça me rappelle Vincent.
Ça me rappelle les oiseaux. Et oui, c'est parce qu'en fait, on vous dit souvent la tortue, les lézards sont des reptiles, mais le terme reptile, quand on est biologiste, ça n'existe pas. C'est un critère assez particulier, puisque les oiseaux ont les mêmes caractères et que on classe de cette façon-là pour pouvoir repérer quels sont les ancêtres communs qu'ils pouvaient avoir. Et ce sont donc des sauropsidés, ils font partie de la même famille. Si je continue à observer, donc on a vu les os, on a vu, tiens, qu'à l'intérieur, bah, c'est comme nous. Il y a un intestin, il y a une rate, il y a un pancréas, il y a un cœur, il y a une vessie, il y a un œsophage. Tiens, cette trachée, par exemple, a des particularités. On voit peut-être là pas forcément, mais ils ont la trachée avec des anneaux qui permet de garder la trachée ouverte en permanence d'un faible diamètre, mais ça permet de faciliter la respiration. Il y a une glotte, un larynx, un pharynx, qui lui permet de faire des sons et de parler entre guillemets. On l'entend pas souvent sous l'eau, mais quand les tortues marines même sortent, on peut les entendre. Et par contre, si je m'aperçois d'un truc qui nous intéresse, nous, en plongée, c'est comment fonctionnent les poumons pour pouvoir respirer, justement. Et on vous parlait des tortues marines. Les tortues marines, elles devraient avoir des branchies pour rester aussi longtemps sous l'eau. Elles n'en ont pas. Si on voit là ce que Vincent est en train de vous montrer, comme les tortues terrestres, elles ont un poumon dorsal. Poumon dorsal, et si je regarde bien, il n'y a pas de muscle en dessous. Le muscle qu'on a en dessous, le diaphragme, qui nous permet d'augmenter et de réduire le volume des poumons, de la capacité pulmonaire, et de pouvoir ainsi expirer et inspirer par des pressions. Mais les tortues n'en ont pas. C'est qu'en fait, ça a été étudié pendant un temps, et que les muscles abdominaux et les muscles donc reliés aux intestins des tortues leur permettent de respirer. C'est un peu comme si elles bougeaient ses intestins en même temps, qu'elles font réellement une respiration ventrale, comme ça vous est souvent enseigné, pour pouvoir augmenter leur volume pulmonaire et donc faire la dépression qui leur permet d'inspirer. C'est en bougeant les entrailles, tout simplement. Mais c'est pour ça aussi que les tortues, donc, peuvent, les tortues marines en tout cas, d'un seul coup, quand elles remontent à la surface, vider leurs poumons et re-remplir d'un coup avec une grande vitesse en bougeant leurs organes internes hyper rapidement, puisque en fait, comme j'ai dit, les tortues n'ont pas de branchies. Elles doivent remonter à la surface pour pouvoir respirer. Là, la tortue qu'on a vue en train de nager dans la vidéo, ou la tortue qu'on a vue lors de la vidéo avec la musique au départ, était en apnée, tout simplement. Bah, tant qu'à parler des tortues marines, on va voir un peu leur répartition. Je vous ai dit qu'il y en avait en Méditerranée, oui. Il y en a un peu partout qu'on voit, plutôt dans les zones équatoriales, tropicales, aux alentours. C'est les zones où il fait chaud et humide, on va dire, puisque les tortues sont à sang froid, comme on le dit, c'est encore un terme qui me gêne, hein, elles sont poikilothermes. Elles ne peuvent pas adapter leur température interne pour pouvoir résister à la température externe de l'environnement, donc tant qu'à faire. Elles choisissent ces endroits-là. Mais peut-être qu'elles choisissent pas seulement ces endroits-là par rapport à leur température corporelle. Peut-être qu'aussi elles les choisissent par rapport à ce qu'elles mangent, tout simplement. On voit qu'il y a différentes familles. Enfin, familles. Ce sont les différentes espèces de tortues marines qui peuvent être retrouvées actuellement. Oui, je t'en prie. Alors, j'en profite pour informer, hein, puisque j'avais posé un petit sondage au préalable, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le nombre exact de tortues marines, d'espèces de tortues marines. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines d'espèces de tortues. Il y a plusieurs centaines de tortues aquatiques, mais des tortues de mer, des tortues marines. On en a 7 ou 8 si on inclut une variante, mais grosso modo, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a 7. Je te laisse la parole, Jérémy. Il n'y a pas de souci, justement, ce que j'allais dire. Il y a 7 espèces actuellement de tortues marines qui peuvent être repérées, alors que si on regarde les fossiles qu'il y a de disponibles, comme je disais, au Muséum d'histoire naturelle ou à d'autres musées
partout dans le monde. On peut reconnaître qu'il y a plusieurs centaines encore d'espèces de tortues marines qui étaient repérables, mais actuellement, il n'y en a plus que 7 qui ont des différences particulières, qui leur permettent de se faire classer selon vous avez peut-être déjà entendu ce terme, les chélonidés. Les chélonidés, qui sont les tortues en général, et les chélonidés, 6 espèces des tortues marines, et l'autre, vous voyez peut-être la différence déjà sur la photo, avec la tortue lutte, qui semble être recouverte d'un cuir, qui est plus une dermochélidée, donc en rapport avec sa peau. Oui. Sur la tortue lutte, je tiens à préciser que j'en ai vu une fois à Marseille. Bon, un épisode malheureux, hein, puisqu'elle a été trouvée morte en surface, elle a été ramenée par un pêcheur dit le Belge à Morgiou. Mais c'est peut-être la tortue qui a l'air de répartition la plus grande, puisque par rapport à ce que disait Jérémy, je pense qu'elle aime aussi les zones un peu plus tempérées. Exactement, elles se déplacent. Les tortues marines, on va en parler. Hop, s'il te plaît, reviens au précédent. Les tortues marines sont réparties dans le monde, comme on a dit. La tortue lutte un peu partout. Elle vient même dans les zones tempérées, jusque en Bretagne et autres choses comme ça, du moment que l'eau dépasse à peu près les 15 degrés. Mais pour leur nourriture et pour leur température interne. Mais il y a certaines tortues, certaines espèces de tortues, il faut que je en parle vraiment de cette façon-là, certaines espèces de tortues qui ne sont repérables qu'à certains endroits en particulier. Par exemple, les tortues à dos plat, comme vous voyez en bas à droite, très particulière par rapport à sa carapace, n'est retrouvable qu'autour de l'Australie, Nouvelle-Zélande. La tortue olivâtre, qui est un peu placée au-dessus, serait plutôt en Indo-Pacifique. Alors que les autres, surtout la tortue kawan et la tortue imbriquée, voire même la tortue verte, peuvent être repérables à peu près partout, et voire même en Méditerranée. On peut en parler maintenant de chaque espèce en particulier, par rapport à une clé de détermination. Autant voir les caractères qui permettent de les classer ainsi. Donc la plus facile à identifier, au premier coup d'œil vous l'aviez reconnu, c'est la tortue lutte. Elle n'a pas d'écailles, une sorte de cuir sur sa carapace. C'est la plus grosse des tortues marines, hein. Elle fait de 1,70 m à 2 m environ, hein, à l'âge adulte. Elle est pélagique, elle n'est retrouvable quasi que en pleine mer, par rapport à son alimentation, vu qu'elle peut plonger jusqu'à 1000 mètres de fond et rester en apnée à peu près 6 heures pour chasser ses proies, des petits mollusques, on va dire, en profondeur, des calmars, des pieuvres en profondeur, des poissons un peu partout, carnivore. Mais alors, si sa carapace, là, dont on vient de parler, elle est recouverte de cuir, elle n'est pas recouverte d'écailles, elle est de faible densité. Bien que cette tortue-là fasse dans les 500 kg avec ses 2 mètres, vous êtes plongeur, Vincent pourra vous l'expliquer en tout cas. S'il y a une faible densité, ça permet d'avoir une portance plus importante, en tout cas dans l'eau de mer, et donc de faire qu'elle dépense moins d'énergie pour rester en suspension, on va dire, dans l'eau de mer. Donc celle-là, elle nage, comme on voit sur la photo en bas à gauche, en faisant une sorte de brasse avec ses bras complets. Et on peut remarquer aussi que, comme là on voit la photo, elle revient sur la plage au moment de la ponte. On en parlera à la fin. Clique dessus. On voit justement la face donc de ceux qui voulaient s'incruster dans la présentation, tant qu'à faire. Bon, c'est la tortue lutte qui s'est incrustée à la place. Mais on voit qu'elles ont une tête assez particulière, ces tortues luttes. Elles n'ont pas d'écailles sur le crâne. Elles ont la face un peu ramassée, on va dire. Mais il y a des larmes. On voit là, lors de la ponte, vous avez peut-être vu dans les vidéos, qu'il y a des larmes qui coulent comme pas permis. Mais c'est qu'en fait, elles vivent dans l'eau de mer. Ce sont des tortues. Et qu'il faudrait excréter le sel, qui est un peu partout dans l'eau de mer. Et c'est le moyen que ce groupe des chéloniens a trouvé. C'est qu'en supplément des reins, ils ont des glandes lacrymales, donc près de leurs yeux, des glandes qui permettent de faire les larmes, qui expulsent les excédents de sel de la circulation sanguine.
En fait, là, vous avez l'impression que la tortue, elle pleure parce qu'elle a une sorte de douleur lorsqu'elle pond. Mais en fait, non, elle est en train simplement de décharger le sel de son sang en faisant donc ces glandes à sel qui excrètent à leur moment. Mais vous allez me dire, mais elle tient pendant 6 heures en enlevant le sel, ok, mais pendant 6 heures à 1000 mètres de profondeur, si elle respire avec ses poumons et de l'air normal qu'elle a pris à la surface, ça on le verra un peu si on fait de la plongée hors cycleur ou autre par exemple, on peut voir qu'il y a des fortes de concentration de CO2 qui vont se retrouver et qui vont lui faire avoir le réflexe de prendre une inspiration même sous l'eau. Ça serait de la sorte de noyade par l'excès de CO2 ou alors de la faire tomber en catalepsie, c'est-à-dire sans bouger, par l'intoxication au CO2 qui peut arriver. Ben, les tortues marines, elles peuvent en fait supporter des concentrations de CO2 très importantes dans leur sang et elles peuvent extraire. Allez, je reprends. Nous, quand on respire l'air alentour, il contient 21% à peu près de dioxygène qui nous sert pour la respiration majoritairement, mais on n'en extrait même pas 8% de ce qu'il y a. Le reste, on l'expire, pardon, lorsqu'on fait. C'est pour ça que lorsqu'on prend quelqu'un et qui vient d'avoir un problème cardiaque, par exemple, ou un problème respiratoire, et qu'on lui fait le bouche à bouche, même si c'est de l'air qu'on a déjà inspiré, quand il ressort, il a encore de l'oxygène. On n'en prend pas grand-chose, en fait, de cet air. C'est pour ça que, comme je disais, lorsqu'on fait de la plongée et qu'on sort les bulles, en fait, il y a plein d'oxygène dont on ne s'est pas servi, qui pourrait resservir une autre fois, ça c'est par d'autres pratiques. Mais alors que les tortues marines, je termine 2 secondes, elles peuvent extraire jusqu'à 35 à 52%, c'est en tout cas ce qui a été partagé, de l'oxygène de leur respiration. Ce qui fait qu'elles permettent de tenir pendant un temps. Là, avec ses poumons de la taille de 2 mètres, la lutte, elle tient 3 heures. Non, elle tient 6 heures, pardon. Alors que la tortue verte, qui fait à peu près la moitié de la taille, elle tient 3 heures. C'est logique, s'il me semble. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors nous, ce qu'on enseigne en formation recycleur, hein, c'est que l'air expiré passe de 21% de d'oxygène à 16%. Hein. Ça veut dire que il y a 5% de CO2 à la place et on a encore 16% d'oxygène dans l'air qu'on souffle. C'est le principe du recycleur au niveau du recyclage et c'est aussi ce qui permet, comme le disait Jérémy, de faire des insufflations à une personne en difficulté. Donc, tant qu'à faire, passons à une autre tortue marine, un peu moins repérable comme j'ai dit, celle-là elle est haut, tiens, on a zoopé qu'il y a le E de adulte qui n'a pas été apparu, bon c'est pas grave. Donc je disais, celle-là elle est plutôt retrouvable en Indo-Pacifique. Si on observe la photographie, comme vous avez vu en haut à gauche là, il y a plusieurs plaques sur le dos, et c'est par rapport à ce nombre de plaques maintenant qu'on va pouvoir repérer les autres tortues. La tortue lutte, on la repère parce qu'elle a du cuir. Les autres, on va les repérer, les identifier, surtout par rapport à la carapace, qui dépose une carapace avec une carène et des écailles, et le nombre d'écailles qui vont par paire, comme vous voyez sur les côtés, les écailles latérales, vont permettre de savoir à peu près à quel genre d'espèce est-ce qu'on a affaire. La tortue olivâtre, si on compte le nombre d'écailles sur le dos, elle en a plus de 6. Là, la photo que vous voyez en haut à gauche, elle en a 6 à peu près. 6, je crois, même. La photo qui est vue du dessus, là, elle en a 7. On ne compte pas, par exemple, lorsqu'on va compter, pour les autres en tout cas, les carapaces sur le dos, on ne compte pas la ligne médiane, la ligne au milieu. Même si la dernière partie, la première partie, on va dire, si on compte à peu près à partir de la tête, au niveau de la nuque, peuvent être plus larges et dépassées sur les côtés, elles font faire partie de la ligne médiane, selon les caractères. Vous le voyez sur le dessin à droite, qu'on repérera sur les autres fiches qui sont présentées, de la clé détermination. Il y a une ligne médiane et des latérales qui vont être observées. Donc, s'il y a plein de lignes latérales, ça serait plutôt une olivâtre. Un autre moyen facile de la repérer, c'est quand on voit par en dessous, il y a des trous, des pores sur les latérales ventrales. Donc, c'est à peu près repérable. Elle s'appelle l'olivâtre, en langage français en tout cas, et même en anglais.
même en latin, comme vous voyez son nom, parce qu'elle est verdâtre à l'âge adulte, hein, bien verte. Hein. C'est pas simplement le problème des microalgues dans l'eau de mer et de l'absorption du bleu et du rouge, du rouge surtout, pas du bleu, dans l'eau qui permet de dire que les tortues là sont vertes. Mais pour leur taille et bien les 60 cm et leur poids, on voit que c'est tortues chasseuses, hein, elles mangent des poissons et tout ça. Hein, elles chassent à plus de 50 mètres des poissons, des calamars, et elles sont difficiles à observer, puisqu'elles passent surtout leur temps pendant 3 heures à peu près dans le fond, remontent d'un coup à prendre une seule inspiration. Particulier, difficile à voir, mais pourtant, j'en parle en faisant une petite fuite dès le départ, c'est la tortue la plus facile à observer en fait sur le sol, puisque lorsqu'elles viennent pondre, les tortues olivâtres s'amènent toutes du côté pacifique de l'Amérique, et pour pondre sur les plages en faisant des arrivées massives de plusieurs centaines d'individus sur une petite plage, ce sont les Arribadas. Oui, je t'en prie. C'est ce que j'allais dire, ça s'appelle les Arribadas. Hein. C'est vraiment un débarquement massif, là où les autres tortues, en fait, ça c'est vraiment une caractéristique des olivâtres, les autres tortues viennent plutôt solitaires pondre, en fait. Bon, une qui ressemble beaucoup, toujours cette couleur assez verdâtre, olivâtre, qui vit à peu près dans le même endroit en plus, qui font souvent des hybrides avec l'olivâtre, sont les tortues de Kemp. La tortue péroge, peut-être, vous avez vu, ou la tortue bâtarde qui était marquée. Tiens, je me suis planté dans le nom latin, j'ai laissé le même en plus. Ça arrive. Campi, c'est l'Epidochelys campi. Bon, c'est pas grave. Elle n'a par contre que 5 paires de plaques sur le côté. Toujours les trous en dessous, comme je disais. Mais difficile à observer, la tortue de Kemp, surtout par rapport à sa rareté. Il y a moins de 1000 femelles en état de reproduction qui ont été estimées dans le monde. Elles n'ont pas été observées chacune, on ne les a pas comptées, on n'a pas pu encore les baguer toutes. Tiens, c'est un moyen d'observation des tortues, de venir les baguer soit à la palette natatoire, soit au niveau de la carapace. Au niveau de la carapace, c'est assez évité parce que avec l'abrasion qu'il peut y avoir, ça peut les enlever. Mais on peut repérer et donc suivre les tortues ainsi pour pouvoir savoir comment mieux les protéger. Là, il y en a moins de 1000, c'est celle qui est la plus protégée au monde. Tiens, on voit une face à peu près particulière. J'ai vu un bec qui était bien visible. Si on observe justement en profondeur, là, quand on croise une tortue, comme Vincent va nous dire celle-là, où est-ce que tu l'as observée ? Alors celle-là, comme tu le vois, ça c'est une vidéo qui est reprise d'un aquarium en fait. Ah. Donc je l'ai observée dans un aquarium. Enfin, c'est le meilleur moyen d'observer en tout cas. Je vois toujours le même bec. Je vois si je compte les écailles sur le dos, là vous le voyez, il a mis sur pause, c'est très bien. On compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 latérales. Donc ça ressemble à celle que l'on a observée. Mais si je regarde les écailles sur la tête, il y a une particularité. Les précédentes en avaient 4 sur la tête, celle-là. Si on observe, j'en prie, mais la vidéo suivante, je crois qu'on a fait un zoom. Oui, ça va arriver. Il faut attendre. Le support est un peu lourd. Ça arrive. Donc, moi, ce que j'utilise pour les reconnaître, c'est notamment le bec, en fait, aussi. Hein. Il n'y a pas que les plaques. Mais comme tu as vu, la Kemp qui était vue précédemment, elle avait déjà un bec bien marqué. Il y en a une autre qui a un bec encore plus marqué, mais celle-là, si on observe, elle a un bec. On voit bien les narines et les yeux et autres. Et par contre, sur sa tête, on voit qu'il y a 4 écailles frontales, plus une au milieu. C'est une belle kawan, la tortue kawan, la plus commune en Méditerranée. Hein. Là, on vient de parler d'une qui avait à peu près 1000 femelles en Indo-Pacifique. Celle-là, il y en a plus de 110 000 dans le monde entier. Donc, il y a de la kawan.
C'est déjà ça. Elle est protégée tout de même hein, par rapport à son rôle écologique. N'oublions pas. Les kawanes permettent de réguler les populations des individus qu'elle chasse. Elle est carnivore à l'âge adulte et en tant que jeune aussi, qui lui permet de chasser plusieurs espèces et de maintenir des populations en état. Fait à peu près 1 mètre de long, 1 mètre de diamètre, on va dire. Vous fiez pas à la couleur comme ça, à la couleur que vous allez voir dans le fond et tout, hein, c'est plutôt à la surface qu'on va la regarder. Elle est bien rouge-orangée. Elle est bien rouge-orangée, donc si vous mettez avec la lumière, attention avec les lumières, à ne pas éclairer dans les yeux, à ne pas trop les chauffer et autres, pour ne pas les déranger non plus. Elles sont là en train de se nourrir et de se balader, donc tant qu'à faire, autant pas leur foutre les phares dans les yeux. Mais si on observe à la lumière, on peut voir qu'elle a une couleur bien rouge-orangée, alors que les précédentes étaient plutôt verdâtres. Mais comment dire, pour son mètre de diamètre, elle fait quand même 100 kilos. C'est bien de la densité celle-là. 5 paires de plaques sur le dessus, tel qu'on a vu. Mais comme va vous dire Vincent, ce qui permet de bien reconnaître la kawane, c'est par rapport à sa tête, parce que Elle a ce bec caractéristique des tortues un peu carnivores, quoi, en fait. Hein. exactement, elle mange des crabes, des crevettes, et elle a cette tête assez énorme qui permet de broyer tout ce qui passe. Ne mettez pas vos doigts au milieu non plus. Mais donc, elle a 4 paires de plaques préfrontales et une frontale au milieu. Donc, si vous voyez une sorte de croix avec 5 plaques sur la tête, ça serait plutôt une kawane. Je t'en prie, passe à la suite. Alors, je vais juste ponctuer d'une anecdote. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer plus facilement en Méditerranée. À Marseille, j'en ai déjà vu une au niveau de Cap Croisette, qui était reconnaissable à une balise Argos qu'elle avait sur le dos. Elle avait été relâchée récemment en me documentant, en fait, depuis la plage du Prophète par le CESMED, hein, qui est un organisme de sauvegarde des tortues de Méditerranée. Mais je te laisserai sûrement en parler après. Et je passe à Non, non, la suivante. très bien. Très bien. Donc là, si on a observé, ça avec les écailles sur la tête, c'était des kawanes. Mais donc tu m'as dit qu'elles avaient un bec qui permettait de les repérer. Je t'en prie, lance la vidéo. Qui Je ne permettait sais de les pas. repérer. Mais là, si je regarde, tiens, elle a des particularités, celle-là. Et elle a pas 5 paires, elle a pas 5 paires sur les côtés, elle en a que 4. Je vois que 4 écailles sur les côtés, je vois que 4 écailles latérales. Et en plus, elle a un arrière assez modifié, là. L'autre était lisse au niveau de l'arrière, alors que celle-là, Vincent, tu vois qu'à l'arrière, ça serait plutôt dentelé. On est d'accord. Moi, cette forme arrière-là, ça permet de l'identifier. En tout cas, quand elle est jeune. Je t'en prie, Vincent, c'est laquelle? Eh ben, c'est exactement celle que j'adore côtoyer en Martinique. Il y en a quelques spécimens assez énormes. Alors, je vais peut-être pas montrer ça parce que j'ai posé une question tout à l'heure. Zut. Il s'agit de la tortue imbriquée, tout simplement, qui s'appelle ainsi parce que les écailles, on va pas dire se superposent, mais elles ne donnent pas l'impression d'être vraiment côte à côte. Donc cette tortue imbriquée, bravo Vincent pour cette détermination. Elle a un quart de poil plus petite que la kawane. Comme vous voyez, 80 cm, 90 kg, une petite dizaine de moins, un petit 10% de moins. Mais surtout par rapport à la tête. Surtout par rapport à la tête. La kawane, elle avait une grosse tête bien massive. Celle-là, elle a une tête un peu plus allongée, un peu plus étirée, et un bec pointu. Un bec pointu. Qui lui permet de ramasser à peu près tout plein de micro-organismes et de les briquer, de les briser comme ça, avec son bec, entre guillemets, bien étudié pour, pour ce genre de pratique. Mais sur la tête, on voit qu'il n'y a que 4 plaques préfrontales, alors que la kawane en avait 5. Ces deux-là sont très difficiles à distinguer, parce que elles ont à peu près la même couleur, en tout cas à la surface, ce marron rougeâtre dans un cas pour la kawane, plutôt verdâtre dans l'autre cas, mais ce qui permet bien de les distinguer, en tout cas les femelles, vous allez voir pourquoi on parle de ça, en tout cas les femelles, c'est par rapport au fait qu'elles ont que 4 plaques sur les côtés en latéral. Une autre qu'on peut observer et qu'on peut... Bon,
sera plus dur à observer celle-là. C'est en Australie autour, comme je vous ai dit. Si on s'y déplace, c'est tout à fait faisable. Elle ne se reproduit que sur 3 ou 4 plages dans le nord de l'Australie, si je me souviens. C'est assez difficile et rare à croiser. À peu près la même taille encore, hein, 1m30 ou 90 kg. À peu près les mêmes couleurs de la même façon. Mais elle est bien repérable normalement par rapport à son écaille au niveau du cou, au niveau de la nuque, qui a bien une forme de maison, de toit, de triangle en tout cas, qui creuse. Et elle a que 4 plaques sur les côtés. Toutes les autres qu'on va voir maintenant, elles ont 4 paires de plaques sur les côtés, alors que les précédentes en avaient 5. Et alors, cette tortue, si je peux me permettre, les petits sont adorables. Ils ont la faculté de mettre les nageoires par-dessus la carapace. Il y a des photos qui sont absolument magnifiques là-dessus. J'en profite pour rebondir sur une anecdote. Je dévoile déjà un peu ton sujet, mais il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'une tortue d'un aquarium qui avait passé 25 ans dans un aquarium en Australie qui avait été relâchée a été retrouvée, puisqu'elle était balisée en fait, hein, a été retrouvée en Amérique. Et tout le monde s'est demandé comment elle avait retrouvé son chemin, quoi, en fait. C'était juste cette anecdote. Bah, tu passes à la suivante. Bon, c'était pour parler encore de la tortue à dos plat, qu'elle mangeait plutôt des concombres de mer, des coquillages et des méduses. Bah, tant qu'à faire. Donc là, tu es de passer une vidéo. Elle n'a pas le dos plat, elle a que 4 écailles sur les côtés. Si je regarde sa tête, par exemple, et entre les yeux, elle n'a pas les 4 ou 5 paires comme une kawan. Elle est souvent confondue avec la kawan, celle-là. À peu près les mêmes couleurs et autres. Mais Vincent, je t'en prie, ça serait laquelle d'après toi? Alors ça ressemble. On peut peut-être la confondre avec un briquet. Moi, je regarde surtout la conformation du visage, hein, et là, on voit vraiment qu'elle a un museau arrondi. Donc, c'est pas fait pour croquer, c'est pas fait pour manger des éponges comme l'imbriquet, c'est plus pour brouter. Donc, je dirais une tortue verte, Jérémy. Tu peux passer à la suivante justement pour montrer la clé de détermination de la tortue verte, qui est le Niamidas. Donc, à peu près la même taille que l'imbriquet, ah bah non, beaucoup plus lourde par contre que l'imbriquet ou que la caretta, hein, la tortue kawan, caretta. Beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense, beaucoup plus balèze, on va dire. Cette tortue-là, par contre, elle est à peu près rougeâtre de la même façon quand on l'observe, bien qu'elle porte le nom de tortue verte. Pourquoi est-ce qu'elle porte le nom de tortue verte? C'est parce que sa chair est verte. Sa chair est verte, pour quelle raison? Par rapport à son régime alimentaire. Un peu comme vous le savez peut-être, mais les flamants roses, excusez-moi de la prononciation à la marseillaise, les flamants roses, pardon, les flamants roses sont roses parce qu'ils mangent des crevettes. Ils mangent des crevettes qui les font devenir rosâtres, on va dire. La tortue verte ou la tortue franche broute beaucoup d'algues, on va dire, à l'âge adulte en tout cas. Quand elles sont jeunes, elles mangent plutôt du plancton et de différents mollusques qui passent pour avoir des protéines qui leur permettent d'avoir une croissance plus importante. Mais à l'âge adulte, en tout cas, les tortues vertes mangent les algues et commencent à accumuler donc des chloroplastes qui leur font changer la couleur pour devenir vert au niveau de leur peau, leur chair. D'accord. Ah tiens, justement, une petite anecdote. La tortue verte, elle mange plutôt des algues et ainsi de suite, mais la tortue imbriquée, qui est souvent confondue avec, en plus de manger les calamars et ainsi de suite et les poissons qui passent, comme je disais, en les chassant, elle est un peu spongivore. Ça serait la seule des espèces de tortues là qu'on observe, des 7, qui serait spongivore. Elle consomme des éponges marines, qu'elles soient calcaires ou pas, en les broutant ainsi, mais elles accumulent de cette façon-là beaucoup de toxines. Ce qui fait que bien que la tortue verte soit chassée pour sa chair, malheureusement, c'est culturel dans certaines
culture, c'est culturel dans certaines cultures, pardon, c'est culturel dans certaines populations en Polynésie et autres de chasser les tortues vertes en particulier, pour par rapport à leur chair pour les manger, par rapport à leurs écailles pour en faire des parures, des sacs, des, euh, des colliers et autres. Mais la tortue imbriquée n'est pas chassée par rapport à sa chair. Elle accumule de cette façon-là un peu toutes les toxines des éponges, euh, ce qui lui permet de ne pas être mangée, on va dire. Mais il y a un peu une particularité encore par rapport à leur alimentation ainsi. Je vois que la question passe. Elle ne consomme pas la Colerpa taxifolia. Je ne crois pas en tout cas que les tortues marines repérées en Méditerranée se nourrissent de ce genre d'espèces, et les autres en plus en profondeur qui sont repérables dans les océans plutôt asiatiques et l'océan Indien en particulier, les autres espèces de Colerpa taxifolia ne soient pas broutées. Beaucoup préfèrent d'autres espèces à côté qui seraient en quart de poil plus mangeables. Je t'en prie Vincent, j'attends que tu passes à la suivante. On continue, je fais juste un aparté parce que tout à l'heure, tu as parlé de caretta caretta et il Oui, y a une ambiguïté qui, la kawana. et c'est la kawan, effectivement. Et il faut savoir que la tortue à imbriquer, si je ne me trompe, elle a aussi le surnom de carrette, ce qui peut prêter à confusion des fois. Mhm. Ben voilà, vous avez maintenant la clé de détermination. Regardons cette vidéo, en tout cas, vous pourrez vous l'imprimer, vous la mettre de tous côtés. En tout cas, je l'ai faite assez rapidement par rapport aux informations qui étaient fournies, comme je disais, par rapport au Muséum national d'histoire naturelle. On arrive à voir que par rapport à leur nombre d'écailles latérales et par rapport à leur nombre d'écailles préfrontales, on peut arriver à distinguer ces différentes espèces de tortues. Mais dites-moi là, j'ai parlé des espèces de tortues, je vous ai dit que j'ai pas parlé de la queue non plus. J'ai pas parlé de tiens, les mâles ils ressemblent à ça, les femelles ils ressemblent à ça. C'est parce qu'il y a des particularités par rapport à cette clé de détermination qui vont vous permettre, qui normalement vous permet d'identifier les tortues, mais qui peut poser un souci. Ces espèces sont assez proches, à part la tortue lutte, mais les autres espèces de tortues à écailles sont assez proches. Et comme je l'ai dit un peu déjà auparavant, par exemple entre la Kump et la Loïvatre, il y a des hybrides qui peuvent présenter les caractéristiques de deux espèces à la fois, ou d'aucune des deux à la fois. C'est assez particulier. Ces tortues hybrides ne peuvent pas se reproduire, c'est un problème avec l'hybridation. Mais peut-être pour ça que la tortue Kump est avec une population aussi réduite. Elle a trop d'hybrides avec l'olivâtre, qui est plus réparti. Bon, c'est un autre sujet. Mais par rapport à ces tortues, le sexe est souvent indifférenciable. On va voir comment est déterminé le sexe. Il n'est pas génétiquement déterminé comme pour l'être humain, mais il n'est pas déterminé en plus comme tous les poissons. Je t'en prie, on va voir un mâle dans la vidéo d'après, si je me souviens. Tout à fait. Comment je sais que c'est un mâle? Il y a des trucs à observer. Si vous regardez bien maintenant que vous avez vu les critères de détermination, vous allez pouvoir observer et par vous-même déjà vous dire comment est-ce qu'on peut savoir que c'est un mâle. Ben déjà, vous voyez sa carapace. Vous comptez le nombre d'écailles latérales? Ça va être plus dur. Je vois que cette carapace, elle est recouverte. Elle est recouverte de ce qu'on appelle le périphyton, ou le Auswuchs en allemand, mais c'est autre chose, j'ai du mal avec la prononciation. C'est un mélange complexe d'algues, de cyanobactéries, de champignons, plein de microbes, et des détritus d'eau de mer, qui sont retrouvables un peu partout, qui peuvent recouvrir les carapaces, surtout des mâles. Pourquoi surtout des mâles? Parce que les mâles, on vous dit souvent que les tortues sont migratrices, qu'elles se baladent. Elles passent d'un endroit où elles se nourrissent jusqu'à un endroit où elles vont se reproduire, mais les mâles, ils vont pas pondre. Ils restent à l'endroit où ils se nourrissent. Tant qu'à faire, c'est plus pratique. Et là, elles restent en Méditerranée, par exemple. Là, c'était une vidéo qui avait été prise en Méditerranée, bien recouverte de périphyton, donc comme on a dit.
attends 2 secondes, bien recouvertes de périphyton. Et donc, c'est parce qu'il y a peu de rémora et autres qui viendraient s'y fixer dessus pour nettoyer la carapace. Parce que là, c'est une tortue verte, en fait, si on avait observé sa face pour voir les préfrontales. C'est une tortue verte qui avait une grosse queue ainsi. On va voir à quoi sert la grosse queue, qui peut être préhensile pardon, chez les mâles. Je t'en prie, la vidéo. Non, elle n'a pas voulu se lancer. Donc là, c'est une vidéo. Vous voyez sur les préfrontales, là, si on regarde la tête, ça permet d'identifier bien que c'est une verte. Et là, maintenant, j'arrive à voir les écailles latérales. Ces écailles latérales, qui seraient plutôt au nombre de 1, 2, 3, 4, donc identifiant la tortue verte, ne sont pas recouvertes de périphyton. Là, vous voyez peut-être pourquoi. C'est pas en Méditerranée, là, à ce niveau-là, si on peut apercevoir les coraux qu'il y a dessus, qu'il y en a plein sur le fond, et que la tortue, là, si on voit, vu le nuage qu'il y a à côté, elle est en train de se frotter sur le fond. Les tortues, là, c'est une femelle qui est en train qui a bougé donc de la Méditerranée pour arriver ou de l'Atlantique, pardon, pour arriver jusque dans les Caraïbes, par exemple, et qui se frotte ainsi pour enlever le périphyton, les cyanobactéries, les algues, et qui a quand même beaucoup d'espèces qui viennent se fixer sur le dessus, qui profitent entre guillemets des proies, des restes de proies, et qui en même temps débarrassent la tortue des différentes espèces qui peuvent être retrouvées sur les carapaces. C'est assez bizarre hein, qu'il n'y ait pas des bryozoaires, des autres trucs comme ça qui puissent être retrouvés comme on retrouve parfois sur les serpents de mer ou sur les nautiles ou sur tous les carapaces des escargots et autres. Là, il n'y en a pas du tout. C'est peut-être par ce système de frottement tel qu'on est en train de l'observer qu'elle s'en débarrasse. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que comme elle est dans les coraux, dans les éponges, on pourrait penser à une imbriquée. Et là où je vais faire la différence, c'est par rapport au museau, en fait, hein. On voit bien qu'il n'y a pas ce bec de l'imbriquée. C'est vraiment bien plus rond. Et c'est là qu'on comprend que c'est une tortue verte. Bravo. Elle est Bravo. belle, hein. Elle est vraiment belle. Ah, ces carapaces, justement, tiens, tant que j'en suis à en parler. Ces carapaces de toutes les tortues qu'on vient de voir, elles sont un peu aplaties. Pourquoi est-ce qu'elles sont un peu aplaties? Si vous réfléchissez, de la même façon que nous, on fait le trim, entre guillemets, pour se mettre de façon aplatie dans l'eau, c'est par rapport aux caractéristiques hydrodynamiques. Ça leur permet de mieux se faufiler dans l'eau, d'avoir une meilleure pénétration dans l'eau. Je vois que c'est passé aussi concernant la pénétration. Est-ce que le cloaque sert aussi d'organe reproducteur chez la femelle? Oui, normalement, si je me souviens. Donc c'est ainsi que la queue du mâle, en tout cas, vient s'y insérer pour déposer les spermatozoïdes. J'en reparle après tout de suite. Donc ces carapaces, elles jouent un rôle de protection aussi, hein, vu qu'elles ne rentrent pas la tête. Oui, les tortues marines ne rentrent pas la tête, contrairement aux tortues terrestres. Mais par contre, ce sont un peu comme les lézards, mais ils ne muent pas, par contre, ces tortues marines. Elles ont ce qu'on appelle une exfoliation superficielle. Il y a les parties de la peau qui partent, des parties des écailles et tout, qui tombent par moment, mais pas tout en même temps. Par moment, pour se changer lors de la croissance. Mais surtout ces écailles, telles qu'il y a sur le dos, sur leurs os, il semblerait qu'il y a un rôle d'emmagasiner la chaleur. C'est pour ça que ces tortues, bien qu'elles soient poikilothermes à sang froid, enfin qu'elles ne se réchauffent pas toutes seules, bien qu'elles aillent dans les eaux en profondeur, hein, à plus de 1000 mètres de fond pour la lutte par exemple, dans des eaux froides, elles puissent rester de cette façon-là, tout en ayant leurs organes internes bien conservés dans une boîte qui garde la chaleur.
Mais cette boîte qui garde la chaleur, elle peut avoir des problèmes. Je t'en prie, Vincent, tu peux passer à la suivante. C'est que, voilà. Donc ça, tant qu'à faire, hein, c'était juste pour montrer une tortue verte. Vous voyez qu'on peut les observer à pas profond. Il doit y avoir quoi là, 2 mètres, à brouter sur le fond. Mais donc ces tortues, c'est encore une verte d'après ce que j'observe, pas que par rapport à sa couleur, mais surtout par rapport à ses écailles préfrontales, qui sont 2. Moi j'aperçois qu'il y a des sortes de trucs sur le côté là, qui semblent grossir. C'est une maladie qu'ont les tortues de mer, qui sont bien visibles surtout en Polynésie, celle-là, la fibropapillomatose. Peut-être que vous avez entendu parler des papillomavirus, en tout cas les femmes que l'on a ici peuvent témoigner que normalement le gynéco, la gynéco, ou le ou la, en a parlé. C'est une infection qui peut causer certains soucis. Je ne vais pas en parler là aussi non plus, mais les papillomavirus sont très communs. Et surtout chez les tortues à ce niveau-là, elles forment une sorte d'herpès bien visible sur leur peau, des cicatrices après sont visibles lorsque ça peut tomber par moment, ça peut s'arracher lorsqu'elles se frottent, tel qu'on vient de le voir. Mais les cicatrices, elles les ont pas que pour ça. C'est peut-être un moyen d'identifier les tortues, c'est que des cicatrices peuvent se retrouver sur leur carapace. Lorsque les prédateurs, les requins bulldogs, les grands blancs, viennent chasser les tortues adultes en Atlantique par exemple, lorsqu'ils essayent de croquer dans un truc aussi dur, ça peut laisser des carapaces sur des cicatrices sur la carapace, sur les écailles. Et la répartition de ces cicatrices permet d'identifier certains individus. Un peu comme vous l'avez peut-être vu sur les dauphins, les cachalots et autres. C'est un moyen d'identification. Allez, après cette fibropapillomatose, vous voyez que là, ça peut se retrouver sur la carapace aussi, hein, d'avoir des... Peux-tu lancer la vidéo? Ouais, tant qu'à faire, voilà, pendant que je parle. Là, Vincent, pour me laisser boire, tu peux identifier. Alors là, ça ressemble pour le coup à une imbriquée, puisqu'elle est en train de croquer une éponge. Elle a ce bec et on voit bien cette dentelure de la carapace au dos, à l'arrière, caractéristique des imbriqués. Et je t'en prie, bravo. Et ce bec, justement, lui permet de broyer un peu. Elle est cnidophage, on va dire. Elle mange un peu du corail ainsi. Mais ça permet d'avoir un rôle particulier pour l'environnement. Elle va pas aller broyer le corail bien en état, comment dire, qui peut se défendre avec plein de cnidocystes, pardon, qui vont balancer leurs éperons chimiques un peu partout, qui vont lui faire de l'irritation de la gueule, on va dire. Il semblerait que les imbriqués préfèrent les coraux en difficulté. Donc pour moi, c'est un moyen, entre guillemets, de nettoyer l'environnement pour que ceux qui sont entre guillemets en bonne santé puissent se défendre, puissent ainsi se développer plus en avant et que la population puisse ainsi survivre sans que les problèmes, les infections et autres puissent se développer. Les tortues ont ainsi un grand rôle majeur en écologie. Et comme vous l'avez vu auparavant, la tortue verte, elle mange les algues. Et la tortue verte, quand elle mange les algues au niveau des récifs coralliens ou autres, ce sont des algues qui peuvent venir recouvrir et empêcher les coraux qui ont des hybrides, enfin, qui ont des capteurs de lumière qui vivent en hybride avec eux à l'intérieur. J'essaye de simplifier à bloc. Et que donc c'est par rapport à la lumière qu'elle chope un peu d'énergie. Si les algues se développent et viennent les recouvrir, le corail meurt. Donc tant qu'à faire, les tortues vertes qui, lorsqu'elles broutent simplement l'herbe autour, protègent le corail. C'est un moyen de découvrir. Et là, celle-là, hop, on peut encore voir par rapport à son bec
Quel genre d'espèce est-ce que c'est? Je t'en prie, Vincent. Bah, on est toujours sur la même espèce, effectivement. Hein, ce qui est surprenant, puisque là, pour le coup, on la voit manger. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, je ne sais pas ce qu'elle est en train de manger. Non, c'est pas une algue, en fait. J'arrive pas à identifier. Mais c'est aussi une imbriquée. Et oui, bah, c'est encore pareil, hein, c'est qu'en fait, on l'a vu manger les coraux à squelette calcaire. Là, c'est un corail mou qu'elle est en train de, entre guillemets, brouter. Oui, parce que les tortues imbriquées sont cnidophages en partie. Donc, on récapitule. La verte et la tortue franche du Pacifique, bon, l'olivâtre donc, sont avant tout des herbivores. La kawane, ah pardon, pas l'olivâtre. La kawane, l'olivâtre et la tortue à dos plat sont surtout des carnivores. L'imbriquée, donc elle est carnivore, surtout cnidophage tel qu'on vient de le voir à ce niveau-là, mais elle chope aussi les poissons et d'autres invertébrés marins. La tortue lutte, en fait, ça serait la plus omnivore de toutes. Il semblerait que les tortues luttes, il y en a qui ont été observées en train de brouter des algues et d'autres qui ont été observées en train de chasser directement, comme je vous ai dit auparavant, des calmars et autres. Particulier. Il semblerait, vu qu'elles sont herbivores, que El Niño, en réchauffant l'eau, ainsi de suite, permettant à beaucoup de végétation de se développer rapidement, augmente le nombre de migrations de tortues vertes, de tortues luttes et autres. Il semblerait que lorsque les eaux se réchauffent ainsi, pas seulement par rapport à la température, mais par rapport au fait de l'alimentation, après un El Niño, beaucoup de tortues marines viennent se reproduire sur les plages aux alentours du niveau des plages du Pacifique, en tout cas. Mais là, ouais, donc là, j'identifie, moi, c'est une tortue verte, j'aide un peu. Pourquoi est-ce qu'on la voit comme ça sur la plage? Vincent pensait qu'elle était en train de mourir. C'est ce que beaucoup pensent aussi en observant ainsi. Mais beaucoup des tortues vertes, elles sont herbivores, comme je viens de le dire, ont des problèmes par rapport à leur alimentation en énergie. Tant qu'à faire, hein, bouffer de l'herbe, ça permet pas trop d'avoir beaucoup de protéines. Autant rester tranquille, à rester au repos et ne pas se déplacer. Je t'en prie. Alors, elles sont herbivores à l'âge adulte. Étant jeunes, elles sont carnivores, omnivores. Mais c'est peut-être ce que tu allais dire, en fait. Oui. Ils sont carnivores, omnivores en étant jeunes pour grandir rapidement. J'en avais déjà parlé, mais c'est pas grave. Donc Hop, je t'en prie. Tu es passé dans l'autre sens. C'était pour voir la vidéo suivante. C'était pas grave, tant qu'à faire, vu qu'on voit le repos. Non, je la repassais parce que Annie nous demande si elle est morte. Non, puisqu'on la voit respirer là. Et donc la thèse de Jérémy, c'est de dire qu'elle est en train de prendre le soleil pour emmagasiner de la vitamine D, qui est une carence par rapport à son régime herbivore. C'est ça ton hypothèse, hein, Jérémy? Tout à fait. Bah, en tout cas, c'est l'hypothèse qui a été soulevée par beaucoup de scientifiques. Et par toi aussi, en fait, qui peut être identifiée lorsque tu as vu cette tortue. Tiens, si on observe, là, je vois tout vert. Alors ça c'est aux Maldives. Hein, c'était au Nouvel An 2014, je crois, hein, puisque je fais de temps en temps des croisières aux Maldives. J'en ferai une l'année prochaine pour le Nouvel An avec une formation manta, récif corallien et requin. Et là, on voit bien la tortue verte tranquille, quoi, en fait, mais vraiment tranquille. Donc, je pense que là, en apnée, elle peut durer jusqu'à 3-4 heures, voire peut-être plus, quoi, en fait. Hein. Et oui, donc là, elle reste tranquille, à ne pas bouger, ne réagit pas quand Vincent s'approche. Donc à faire, elle va pas dépenser de l'énergie pour une si faible raison. On voit que cette tortue verte, elle reste tranquille, en apnée, pendant un temps. Oui, mais ces tortues vertes, donc comme on vient d'en parler, elles sont migratrices. Elles se déplacent à un moment en dépensant beaucoup d'énergie. Celles qui migrent, ce sont les femelles, telles qu'on l'a dit. Si tu peux passer à la suivante. Puisque les tortues, en fait, si on prend à partir de en haut à gauche pour lire ce schéma, qui a été pris à partir de cours même, qui était accessible aux collégiens, hein, comme vous voyez, au niveau 6e, pour montrer le cycle de vie d'un être vivant. Donc la zone, elles vivent en zone d'alimentation, dans les eaux côtières, peu profondes, et peuvent migrer vers des zones où elles vont s'accoupler. Les mâles, comme vous voyez avec la queue, comme les femelles,
Et au niveau de l'accouplement, il y a une particularité. Les mâles peuvent être observés par rapport à leur queue, bien entendu, puisque les... Comment dire? Allez, je vais parler de quelque chose qui peut choquer quelques... Non, reste-y, reste-y. Oui, oui, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Les Voilà. tortues mâles sont pas comme les lézards. Les lézards, ils ont deux petits trucs qui permettent de féconder l'un après l'autre, un hémipénis. Mais là, les tortues mâles, en tout cas, ont un vrai pénis qui se gonfle de sang lorsque l'accouplement vient pour pénétrer au niveau du cloaque sous la carapace les femelles en passant par-dessus le chevauchement. L'accouplement ne dure pas longtemps non plus, mais tant qu'à faire, pour éviter que la femelle se débatte, c'est un autre critère distinctif des mâles. Il y a des griffes bien visibles sur les palettes natatoires. Peuvent être au nombre de 2 pour certaines espèces, au nombre d'une seule pour les tortues vertes en tout cas, qui permet de s'accrocher sur la carapace de la femelle et d'être maintenu en place ainsi. C'est pour ça que les mâles aussi peuvent être visibles par le fait que leur carapace, leur plastron, la carapace ventrale, on va dire, est parfois incurvée vers leur corps, un concave, en fait, si vous voyez, qui leur permet ainsi d'épouser la forme de la carapace de la femelle. Pardon, c'est dans ce sens-là. Un peu comme les mains l'une dessus de l'autre. Mais comme on disait, les mâles, flemmards comme ils sont, hein, ils retournent dans les zones d'alimentation après, plutôt que de faire la migration telle qu'on l'a vu pour aller à d'autres endroits, pour aller vers les endroits où ils peuvent manger donc avec beaucoup de protéines. Et 2 secondes, manger avec beaucoup de protéines, et tant qu'à faire, les femelles, elles sont assez logiques. Elles ont grandi assez vite puisqu'elles survivent ainsi. Et tant qu'à faire, autant retourner à l'endroit où on veut. Oui. J'en profite pour apporter une précision. Donc, on distingue le mâle, généralement, pas toujours, hein, une grosse, une queue plus importante, des griffes antérieures, un plastron un peu incurvé. Ce que je voulais juste ajouter, ce que j'avais vu également, c'est que donc les femelles ont le plastron plus bombé, mais que c'était aussi cette histoire de plastron une façon de voir dans quel écosystème vivait la tortue. C'est-à-dire que si elle est en environnement sain, la carapace globale a tendance à être plus épaisse, plus bombée, alors que si elle est dans un milieu où elle a un peu de mal à s'alimenter, où ça va moins bien, elle va être un peu plus rapetissée, en fait, un peu plus écrasée, Aplati, oui. Un peu aplatie. aplati. Ouais. Merci. On est d'accord. On est d'accord, c'est un problème d'alimentation et justement d'accumulation de protéines, de protéines et autres nutriments qui leur permettent de faire la croissance en même temps. Mais vu que je disais donc les femelles, elles ont des œufs après la fécondation. Après la fécondation, les femelles peuvent stocker le sperme des mâles pour s'en servir à d'autres moments. Normal. Les espèces enfin les tortues en tout cas, ne sont pas repérables en groupe par endroits, vivant les unes avec les autres et se côtoyant assez facilement. Observer un partenaire et surtout du bon sexe, enfin du bon sexe, du sexe opposé en tout cas, pour arriver à se reproduire est rare. Vu qu'il y a cette rareté, un moyen d'y échapper, c'est de stocker. Les femelles stockent, pour la plupart des espèces en tout cas, le sperme des mâles dans des banques qui leur permettent de féconder ensuite leurs œufs, enfin leurs ovules, pour faire des œufs. Mais il faut aller les déposer, ces œufs. Et ça va faire des petits. Et ces femelles, telles que je disais, telles qu'elles sont adultes, elles savent les endroits où on peut se nourrir assez facilement, vu qu'elles en viennent, eh bien elles se servent de leur sens. Il semblerait que les tortues aient un sens assez particulier, un peu comme les oiseaux. Tiens, encore un signe particulier de rapprochement avec les oiseaux, surtout avec les pigeons par exemple, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les oiseaux migrateurs, euh, suivent les lignes magnétiques du champ terrestre pour arriver à s'orienter, un peu comme avec une boussole, pour arriver à savoir l'endroit où il faudrait aller pondre et l'endroit où il y aurait la nourriture à côté, l'endroit où il y aurait les caractéristiques nécessaires pour pouvoir se reproduire. Se reproduire. Oui, se reproduire, qu'un nouvel être vivant vienne. La reproduction n'est pas l'accouplement.
Je t'en prie, Vincent, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer la suivante? Ah, bah tiens, La fameuse Arribada. la fameuse Arribada. Donc, vous savez maintenant quelle est l'espèce qui fait ce genre d'Arribada et tout le monde arrive en même temps. C'est la tortue olivâtre. La tortue olivâtre qui est repérable par ses nombreuses écailles sur le dos. Et on les voit remonter les plages ainsi pour s'enterrer dans le sable jusqu'à avoir l'endroit où les femelles puissent déposer leurs œufs. Mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces de tortues marines. Les tortues vertes, par exemple, remontent la plage tellement qu'elles vont jusqu'à la végétation, la première végétation qui arrive, qui pousse encore dans le sable, qui puisse encore être creusée, mais ça leur permet d'avoir des conditions de température et d'éclairement particulières. Oui, c'est un truc particulier avec le dépôt des œufs, en tout cas la ponte des tortues marines. Elles viennent souvent dernier quartier du cycle lunaire, tel que ça a été observé. Ça dépend des espèces, bien entendu. Lorsque le ressac est faible, normal, elles ne viennent pas au moment où elles peuvent se faire balancer un peu partout et être des proies faciles pour les prédateurs qui attendent autour. Donc, tant qu'à faire, elles viennent au moment où elles puissent se déposer le plus facilement. Il y a une seule espèce qui vient déposer les œufs au moment de la journée, justement, c'est la tortue olivâtre. C'est pour ça que c'est le plus visible par l'homme. Alors que les autres espèces, il semblerait qu'elles viennent plutôt de nuit pour ne pas être embêtées par les prédateurs et puissent faire ça discrètement, toute seule, dans son coin. Assez pratique. Donc la tortue, là, ce sont des petits de la tortue lutte. Les tortues luttes peuvent pondre une fois tous les 2 ans, si je me souviens. Alors que d'autres espèces, telles que la tortue verte, si je me souviens aussi, peuvent pondre plusieurs fois par saison. Comme j'ai dit, en accumulant le sperme dans un coin, elles peuvent déposer des œufs à plusieurs moments de la saison. Les petits, quand ils sortent de leur œuf, on ne sait pas encore leur sexe, bien qu'elle l'ait. C'est indistinguable. C'est indistinguable parce que les œufs sont aussi de la même façon indistinguables. Lorsqu'ils sont pondus, il n'y a pas de sexe déterminé. C'est par rapport à la température de l'endroit où ils ont été enterrés que le sexe va pouvoir changer lors de leur maturation. Celle du dessus, plus éclairée, la température est plus importante, sont souvent des mâles. Celles du dessous, où l'eau et ainsi de suite font baisser la température avec une différence de moins de 1 degré, bien souvent, peut permettre d'avoir une différence entre les femelles du bas et les mâles du haut. C'est une particularité assez gênante. Pourquoi? C'est parce que s'il y a un éclairement trop important, lors des, comme on dit déjà, je ne sais même plus, lorsqu'il y a trop de soleil, quoi, on va dire, qu'il y a trop une température vraiment trop haute, une canicule, voilà. Lorsqu'il y a une canicule, la plupart de celles qui sortent sont mâles, il semblerait, si je me souviens, ou alors c'est l'inverse. Alors, c'est l'inverse. Hein. Plus la Et température voilà, je savais que c'est... La température est élevée, plus on a de chances d'avoir des femelles, plus elle est basse, d'avoir des mâles, en fait. Bravo Vincent. Comme quoi on peut faire des erreurs à chaque moment. Ouais, Il faut mais vérifier. ça c'est un piège que tu avais glissé. Je sais que tu l'as fait volontairement. Je sais que j'ai fait volontairement. Donc ces coquilles-là, les coquilles de ces œufs, elles sont poreuses aussi. Elles permettent de choper la température, mais aussi de respirer. Forcément, il y a le bébé qui est à l'intérieur. Ces coquilles sont poreuses et laissent passer l'eau aussi. Normal, il faut qu'il y ait quand même une humidité assez importante pour que le petit puisse se développer. Et toutes ces coquilles-là, lorsqu'elles sont éclatées par le jeune au moment de sa sortie, les tortues sont sous le sable et vont creuser. En fait, elle ne va pas creuser pour remonter, un peu comme de la natation, mais plutôt pour faire tomber le sable sur le côté, ce qui va faire un escalier sur lequel elles vont grimper, et ainsi de suite,
pour s'extirper du trou et partir vers l'endroit éclairé. Eh oui, c'est une particularité des tortues de mer. Elles se dirigent vers l'endroit éclairé lorsqu'elles sortent de l'eau. Et normal. La mer, ça reflète beaucoup plus que la végétation qui absorbe la lumière pour grandir. Donc il semblerait que les tortues de mer se déplacent vers les endroits éclairés. Aïe! Lorsqu'il y a une route à côté, éclairée, les tortues de mer peuvent s'égarer. Et beaucoup de bébés se déplacer vers la route plutôt que d'aller vers la mer. C'est pourquoi, normalement, en cas de ponte, il y a des particularités de comportement humain à avoir pour laisser la zone le plus vierge de lumière possible, le plus vierge aussi de gens qui viennent creuser, puisque c'est dans beaucoup de cultures de manger les œufs des tortues de mer, fécondés, déposés, comme ça, à la coque ou autre, directement gobés. Autant l'éviter, tout ce genre de choses. C'est pourquoi, en Floride, par exemple, ils se basent sur l'éducation de la population, l'éducation des gens autour, en leur mettant simplement un petit mot avec marqué venez pas déranger le nid de tortue, venez pas à côté. Bon, sinon vous êtes emprisonné, sinon vous avez des grosses amendes, normal. Il y a des flics qui sont là, les flics de l'environnement, pour protéger ainsi les êtres vivants. Mais vous allez vous dire, en Méditerranée, il n'y en a pas. Donc c'est que en Floride et autres qu'on va les retrouver. Eh ben non. Là, avec le confinement en juillet 2020, il y a des tortues qui sont venues pondre directement sur deux plages dans le Var, à Fréjus et à Saint-Égolf, si je me rappelle, qui sont venus directement, qui ont pondu là. Ça a été observé par plusieurs qui ont fait cordon entre guillemets de sécurité autour, ont averti les autorités, qui ont placé des barrières dans tous les sens, normal, hein, puisque on peut pas trop, c'est tellement rare dans notre coin que on peut pas trop éduquer la population à ne pas venir fouiller, ne pas venir les embêter, ne pas venir creuser, ne serait-ce que les chiens autour et autres. Il fallait vraiment protéger. Mais de même, les routes autour ont été coupées pour ne pas poser de problème pour l'orientation de la lumière. Mais n'ont pas été coupées tout de suite, non plus, il ne faut pas trop voir ça. Il y a un temps d'incubation des œufs. Il y a un temps d'incubation des œufs qui dépend de la température. C'est bizarre, c'est pas comme nous, 9 mois, et ainsi de suite. À un mois près à peu près. Eux, ça peut varier. Par exemple, là, si je regarde mes notes, ouais, c'est ça. Au niveau de Fréjus, elles sont sorties après 46 jours, des caretta, hein, des tortues carrettes, alors qu'au nid de Saint-Égolf, elles sont sorties après 74 jours d'incubation, puisque les conditions météo ont été défavorables. Comme quoi, après, on ne peut pas savoir quand couper exactement la route pour éviter cet éclairement. On ne peut pas dire aux gens quand est-ce qu'il faut ne pas venir pour laisser les tortues revenir à la mer et ne pas trop être sujette à la destruction humaine. Autant le faire dès le départ. Ces mesures de protection sont prises et c'est à préserver. Mais par contre, de base, toutes ces tortues, si tu peux passer à la suivante. Je fais un aparté. Ouais. Hein, c'est vrai que la durée de, on va pas dire de gestation, hein, mais la durée des œufs, en fait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est d'incubation, merci. C'est à peu près 45 à 60 jours. Puisque tu parles de Méditerranée de Saint-Égulf aussi, il faut savoir que sur les plages de Camargue, il peut y avoir des pontes aussi. J'ai lu récemment que le CESMED avait fait appel à une personne spécialiste avec sa chienne qui est spécialiste pour la détection de nids de tortues. Il me semble que c'est ce que j'ai lu en fait. Possible, mais simplement qui a été éduqué pour ne pas venir creuser et les sortir directement. Juste pour les détecter, oui. Il ne faut pas emmener votre chien aux endroits où il y a des pontes pour qu'il creuse et vienne s'en nourrir non plus. Hein. Donc ces tortues-là, là, telles qu'on les voit, les juvéniles, ils sont durs à identifier. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup d'hybrides. Mais aussi surtout parce que les jeunes se ressemblent beaucoup, avec les trois bandes d'écailles bien visibles que vous voyez sur le côté. Il y a la tortue lutte qui est bien repérable, mais celles à écailles ont à peu près les mêmes bandes dans tous les cas. Si je crois que c'est une quoi, ça, c'est une imbriquée. C'est difficile. Il y a des critères d'identification que je ne vais pas vous présenter ici.
bien précis, vous pourrez les rechercher par vous-même. Mais ces petits, tels qu'on le voit à gauche, se font bouffer par les gros poissons, se font bouffer par les pagures, les Bernard l'ermite, on va dire, les oiseaux aussi. Au moment, justement, après une arribada, donc j'ai dit au niveau des olivâtres, qui arrivait comme ça, c'est le festin. C'est le festin. Au moment où elles sortent, il y a des ruées monstrueuses de poissons, de chiens, d'oiseaux et autres qui viennent se nourrir des petits le plus rapidement possible. La survie pour les olivâtres, en tout cas comme ça, est de moins de 1 sur 1000. Moins de 1 sur 1000, ça a été compté à peu près. Moins de 1 sur 1000 arrive jusqu'à la pleine eau. Et après, le temps que le petit ne se fasse pas bouffer non plus lors de sa survie, du moment où il accumule des protéines, vu que là, il va prendre avec le zooplancton, donc les méduses, avec tout ce qui peut apporter des protéines, le phytoplancton aussi, tant qu'à faire, hein, pour la disponibilité, manger le plus possible pour grandir à une vitesse grand V. À peu près, pour la tortue verte, si je me souviens, c'est en 3 ans ou 4 ans qu'elles atteignent la taille, donc en passant de 5 cm à une bonne cinquantaine de centimètres, taille où elles peuvent commencer leur reproduction. Mais à partir du moment où elles ont atteint cette taille-là, elles ont d'autres prédateurs, donc les gros requins, les orques et ainsi de suite, qui peuvent les croiser sur leur chemin, mais aussi l'homme, comme je viens d'en parler, pas seulement pour les manger, comme on en a parlé auparavant aussi, mais pour les parures, les éducations, les sacs et autres, donc tant qu'à faire, autant préserver. Je viens de parler du fait de la pollution lumineuse, il y a d'autres pollutions qui peuvent gêner. La pollution par les filets, qu'ils soient dérivants, c'est-à-dire qu'ils aient été abandonnés comme ça et qu'ils puissent choper les tortues, les empêchant de remonter à la surface, alors qu'on a vu que les tortues, là en voyant leur physiologie, leur biologie, remontent à la surface pour respirer. Si elles sont coincées dans un filet, elles ne peuvent pas revenir, donc elles vont mourir non pas oh là là, je me suis fait découper dans tous les sens, mais surtout par le fait d'être asphyxié, de se noyer, tout simplement. Une tortue marine qui se noie, autant l'éviter. Avec ce genre de filet, en les enlevant, il y a des associations particulières, telles que GosMed, qui font des actions pour enlever les filets dérivants. Mais il faudrait éduquer aussi les pêcheurs, car les pêches accidentelles existent. Les pêches accidentelles, c'est quand le filet dérivant, par exemple, qui prend tout sur le passage, peut choper une tortue sur son chemin et l'empêche de remonter à la surface, la noyant. Il y a des filets qui sont particulièrement étudiés ainsi. La tortue, elle est de taille bien plus importante. La tortue, elle est bien plus résistante. Elle peut déformer le filet à un endroit pour sortir, faisant très peu de pertes de poissons, entre guillemets, pour le pêcheur. C'est simplement lorsqu'on est dans une zone qui est peuplée par des tortues, autant faire le mieux possible pour que son filet soit adapté à la pêche accidentelle qu'on peut faire pour préserver la nature. C'est logique selon moi, mais pas selon beaucoup de pêcheurs. Donc tant qu'à faire, si vous en avez dans vos connaissances, essayez de les éduquer. Tiens, en parlant de pêche, il y a des pêches particulières, vu que... attends, reviens. Il y a des pêches particulières. Dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, là je les note, il y a des tribus d'Indiens, tels qu'on les appelle, qui se servent de Echeneis nocrates, donc c'est un rémora. Hein. Vous avez vu que les rémoras, ils venaient se fixer sur les carapaces des femelles. Et ben, ils se servent d'un rémora comme ça, auquel ils attachent la queue, et ils pêchent les tortues de mer ainsi. Puisque le rémora va vouloir aller chercher une femelle, hop, ils peuvent remonter la tortue ainsi. Franchement particulier, c'est culturel, c'est préservé. Bon, il faut dire, ils chopent une tortue de temps en temps, non pas comme tous les gros chaluts qui viennent en ramasser des dizaines et des dizaines à la fois. Autant éviter. Mais le problème majeur, c'est le braconnage des adultes et des œufs, tel qu'on le voit sur la photo à côté. Là, c'est après une arribada, une des plages qui était moins protégée que les autres, parce qu'ils ne peuvent pas protéger non plus tout le littoral hein, au moment de ces grandes arrivées. C'est fait dévaster.
s'est fait dévaster, non pas seulement par les oiseaux et autres qui arrivaient, mais par beaucoup d'humains qui venaient, qui creusaient comme pas permis, pour arriver à récupérer tous ces œufs. Ou choper des adultes, pour les manger. Mais pour moi, c'est bêta de faire ça. Pourquoi? Parce que l'olivâtre, elle est carnivore. Elle est carnivore, elle a mangé de la viande. Vu qu'elle a mangé de la viande, elle a mangé des viandes de poissons et autres qui avaient déjà mangé des herbes et ce genre de choses, qui avaient déjà concentré la nourriture, mais aussi les toxines, aussi les métaux lourds qui ne sont pas excrétés. Donc tout ça s'est concentré dans ce qu'il mange. Lorsque la tortue, prédateur de fin de chaîne, vient manger ce genre de choses, elle a un taux très important de métaux lourds et de toxines dans sa chair. Il y a beaucoup de gens qui ont été intoxiqués simplement en ayant mangé de la tortue aux grilles. Autant réfléchir lorsqu'on fait ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Surtout dans le cas de la verte, ou le cas, le cas de l'imbriqué aussi. Vu qu'elle est spongivore, elle peut avoir accumulé tellement de toxines de cette façon-là que ça peut causer, comment il s'appelle déjà? Je me souviens plus. La gratte. C'est quoi le nom scientifique de la gratte? Je ne me souviens plus. Je vais pas savoir t'aider, Jérémy, je suis désolé. C'est pas grave. En tout cas, vous savez, pour la simplification, vous avez le grand symptôme. Ce genre de choses cause que le fait qu'on a envie de se gratter tout partout, problème d'infection, problème problème alimentaire, problème d'intoxication alimentaire, lorsque justement beaucoup viennent manger des chairs de tortue. La ciguatera. Ciguatera, merci. Donc la ciguatera est peut-être causée non pas seulement en bouffant des poissons, mais en bouffant des tortues aussi. Donc autant l'éviter le plus possible tel qu'on peut le faire. Un des plus grands vecteurs de ciguatera, je crois que c'est notamment le barracuda, qui demande une certaine méthode de cuisson, de préparation. Les prédateurs de fin de chaîne, normal. Mais c'est un problème qui peut avoir d'autres. Tels que justement l'accumulation des plastiques. Là, on ne parle pas des algues et des intoxications. Là, on parle du fait que c'est l'homme qui balance des sacs plastiques à usage unique dans des cours d'eau, tous les cours d'eau vont à la mer tel qu'on le sait. À la fin, ça peut se retrouver en flottant. En flottant, alors que les jeunes, tels qu'on vient de le voir, ils mangent les méduses, c'est l'image traditionnelle qu'on a dans la tête, ils peuvent se tromper, se planter et venir commencer à manger des plastiques. Le plastique qui n'est pas digérable et peut causer après donc de faire que leur estomac soit rempli de plastique et ne fasse plus d'alimentation. Je t'en prie. C'est un des problèmes pour les kawanes qu'on trouve en Méditerranée, qui sont des grosses consommatrices de méduses. Une autre occasion de respecter les kawanes, puisque nous, on n'est pas trop copains avec les méduses, en fait. Généralement, les baigneurs non plus. Bah oui, justement, c'est un des effets écologiques de fait de garder les tortues. Il limite les surpopulations de méduses lors des grosses chaleurs. Mais ces sacs plastiques sont pas seulement bouffés par les kawanes, ils peuvent aussi s'entourer, se lier. Vous avez déjà eu le problème, je suppose, quelque part, le sac plastique, vous n'arriviez pas à le faire partir d'un bras et autres. Si ça arrive autour du cou, si ça arrive autour d'une nageoire, d'une palette natatoire, c'est le bras complet. Ça peut étouffer et ça peut causer. Là, on voit que par exemple, c'était au Brésil. Ils ont retrouvé des tortues, pourtant de à peu près 2 mètres de diamètre, qui étaient mortes, non pas par avoir été chassées, non pas par rapport au fait d'avoir eu leurs prédateurs qui soient venus et autres, pas de mort naturelle non plus. Simplement s'étouffant dans des sacs plastiques. Ça peut causer des problèmes à l'âge adulte, de même qu'à l'âge juvénile. Mais le pire, c'est quand le plastique comme ça, il n'a pas été enlevé, il n'a pas été traité, et que la croissance en est même venue à se faire déranger, merci, à se faire déranger, tel qu'on le voit là dans la photo en haut à gauche, sur cette tortue qui n'est pas une tortue marine. Je t'en prie. Oui, c'est un intrus, c'est une tortue d'eau douce, je crois. Et il semble reconnaître presque. C'est peut-être une tortue de Floride, je vois pas les ouïes rouges, mais si, elles y sont, c'est ça, ouais.
Ah, eh bien oui, parce qu'en fait, en tant que plongeur, on plonge pas que dans la mer et des tortues. Ça, j'ai embêté Vincent parce qu'il voulait parler des tortues marines par rapport au fait qu'on en voit beaucoup en Martinique où il va faire l'école d'hiver. Mais je pense qu'il faut parler aussi des tortues aquatiques qu'on peut rencontrer à d'autres endroits, à une échelle de taille bien moindre. Mais par exemple, on peut revoir, je t'en prie, la tortue à long cou. La tortue à long cou, qui peut être vue, si je me souviens, bah non, je me souviens pas, donc je regarde. Voilà, bah, en Afrique subsaharienne, en Amérique du Nord parfois, pop, pop. Tiens, si elle se retrouve en Amérique du Nord, et en Afrique, il semblerait que ce genre d'espèces soit apparu avant même leur séparation par des rives des continents. Donc ces espèces sont vraiment très anciennes. On les retrouve là-bas dans des cours d'eau à faible fond. La Pleurodira, donc celle-là, c'est leur groupe des Pleurodira, où il y a des terrestres et des aquatiques qui se ressemblent vachement, qui ont des longs coups ainsi, qui ne peuvent pas les rentrer non plus dans la carapace, ça ferait bouger tous les organes à la fois, un peu comme pour les tortues de mer. Et elles rangent leurs coups de façon particulière. Si tu peux cliquer juste une fois, voilà. Plutôt que rentrer leur cou, elles le placent en S sur le côté pour être ainsi protégées des prédateurs et autres en ayant cette carapace. Euh, ça leur permet de se protéger la tête. C'est pas mal. Elles le replient ainsi. Mais elles font à peu près 30 cm de diamètre. C'est pas grand chose. 30 cm de diamètre, ben, c'est à peu près la taille aussi des tortues de Floride normales. On appelle ça la tortue de Floride parce que c'est son endroit d'habitation normal. Ces tortues-là, elles ont une queue bien visible même en femelle. Euh, quand on les prenait, parce que maintenant ça a été interdit, normalement, dans les animaleries et autres, pour faire plaisir à un enfant, comme un cadeau, comme un jouet, comme autre, ça faisait 5 cm de diamètre dans un petit bac et autres. Mais en grandissant, vu que ça mange tout, alors c'est omnivore comme pas permis, ça détruit tout, ça mange tout, c'est impressionnant. Accumulant des protéines comme ça, elle peut devenir jusqu'à 40 cm en moins de 5 ans, si je me souviens. Et que le petit bac qu'on prenait au départ soit trop petit pour la tortue au bout de 3 ou 4 mois. C'est un peu impressionnant. Ces tortues-là, là, qui sont normalement en Floride, elles ont été repêchées encore dans le Var, à Carnoul, voilà, dans le Var, dans le sud de la France. On les Euh, En fait, hein, Jérémy, hein, je me permets d'intervenir. Tu les trouves partout, hein, parce que les particuliers embêtés par la taille, en plus c'est carnivore, hein, donc ça mange des steaks carrément, les rejettent de manière à ce qu'elles soient bien dans les fontaines, etc., ou en milieu naturel, avec une problématique que tu allais peut-être citer, c'est ça prévaut sur la cistude européenne, qui est la tortue endémique, hein, que l'on essaye de protéger, mais c'est vrai que celles-ci sont très voraces, en fait. J'en reparle juste après, mais justement, ces tortues de Floride que les gens déposent encore en disant je vais te préserver, je ne vais pas te tuer, je vais préserver la nature en te laissant dans le cours d'eau. En fait, c'est une destruction complète du cours d'eau, puisque les tortues de Floride ainsi vont se nourrir de tout ce qui passe, détruire l'écosystème complet de ce genre de plan d'eau. Tant qu'à faire, autant l'éviter. Donc je disais là, pardon, c'était encore pour revenir ensuite. Il y a d'autres tortues d'eau douce qui peuvent gêner. Là encore, dans le sud de la France, bien que ce soit des tortues alligators qui sont repérables encore endémiques aux USA, qui ne sont repérables que dans le sud des USA, vers la Floride, si je me souviens. Elles ont un bec super particulier et 70 cm de diamètre, tel que vous le voyez là sur la table avec les personnes à côté qui permettent d'avoir une pondération de la taille. Elles ont un bec tellement puissant qu'il semble, il y en a un qui disait sur les interviews qu'elles avaient tordu les instruments en métal avec lesquels ils essayaient de les maintenir.
c'était encore une tortue qui avait été prise par un particulier pour faire un animal de compagnie. Et puis au moment où elle a trouvé ça trop dangereux, normal quand on essaie de nourrir et que ça vous mord le doigt en le coupant à moitié, voire même totalement, elle avait dû le déposer dans un cours d'eau du parc de Vaugrenier dans les Alpes-Maritimes. Et donc juste là en avril, il y en a qui ont été récupérés et qui ont été déposés au village des Tortues à Carnoul dans le Var, où ces tortues-là sont gardées de façon particulière, sont pas tuées non plus, mais sont mises dans une sorte de zoo pour que les gens viennent les observer, d'accord, mais non pas rejetées dans la nature pour détruire l'environnement à côté. Car comme vous disait Vincent, il y a des espèces qui sont endémiques du coin, qui vivent ici, et alors, par rapport aux 70 cm de la précédente, les 15 cm de la tortue cistude, on comprend pourquoi ce genre de tortue-là, en plus avec les carapaces en quart de poil plus molles, se retrouvaient détruites et mangées. Ces tortues-là, normalement, survivent aux environs de 50 ans dans la vase, dans la petite boue des cours d'eau et des plans d'eau stagnantes du sud de la France, Italie et autres, Méditerranée en tout cas. Mais les tortues cistudes sont la proie, non pas préférée, des tortues alligators et des tortues de Floride, mais sont comment on dit déjà, elles pâtissent du fait que les autres mangent leur proie à côté. Elles n'arrivent pas à tenir la compétition du fait de leur petite taille par rapport à un tank. C'est à peu près normal. Enfin bon, voilà, j'ai essayé de vous présenter tout ce qui concernait les tortues aquatiques qu'on pouvait croiser lors de nos plongées en eau douce, maintenant vous avez vu, ou en eau de mer, et qui vous donnerait envie d'aller les observer par vous-même, maintenant avec ces critères d'identification. Vincent va pouvoir vous en parler. Merci beaucoup, Jérémy. Super présentation. Alors maintenant, vous allez peut-être pouvoir dire quelle est cette tortue ici que je présente. J'en profite, je vais vous mettre l'adresse où vous pouvez télécharger un guide sur les tortues. Notez bien l'adresse parce que c'est sur le site aquadomia.com aussi, mais bien caché. Mais à cette adresse-là, vous trouverez un petit guide avec les 7 espèces de tortues. C'est un guide très basique pour permettre d'identifier les différentes tortues marines. Donc, qui est-ce qui peut me répondre ici de quelle tortue il s'agit, celle que je montre ici? Il n'y a pas beaucoup de gens qui se précipitent dans les commentaires. Sachez que c'est celle qu'on pourra, entre autres, observer en Martinique lors de l'université d'hiver pour laquelle je vais bientôt clore les inscriptions. Ça a lieu en février. Donc, personne ne répond en commentaire. Quelle est cette tortue? Pour le moment. 2 fois, 3 fois. On a des merci. Merci à tout le monde. Merci Xavier Vincent. Merci Marc. C'est une tortue imbriquée, me dit. C'est un spectateur anonyme, c'est Oméga 3. Oméga 3, est-ce que tu peux dire ton vrai prénom? Et Xavier Vincent qui nous dit que c'est une tortue imbriquée. Bravo. Bravo à tous. Marc aussi, bravo. Vous allez dans la vidéo de fin, c'est exactement en Martinique qu'elle a été filmée. Je vous rappelle, donc je fais passer des petits messages. Si vous voulez venir passer votre niveau 4, votre initiateur, votre niveau 1, 2, 3, il ne faut pas tarder à s'inscrire pour venir à cette magnifique île de France en Martinique. Et donc, Jérémy, on n'a pas eu de questions. C'est que tu as été vraiment complet. Bravo. Merci. Ou alors c'est que j'ai parlé trop vite et que les questions vont venir après. En tout cas, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On y répondra après répondant en réponse directement. Pas de souci. En tout cas, un petit mot de la fin. Je tiens juste à préciser que les tortues, ce n'est pas des scooters sous-marins, bien sûr, que ça s'observe avec une certaine distance en essayant de bien travailler sa stabilisation. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Vous allez voir encore cette tortue. N'oubliez pas de regarder le lien qui est là pour télécharger votre petit guide. N'hésitez pas à aimer la vidéo, que ce soit sur YouTube et Facebook. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à en faire d'autres. Donc, je vous dis au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, Jérémy. Au revoir.
sentir en profondeur avec ton détendeur ou ton recycleur. Apprivoiser tes sensations, maîtriser tes émotions, calibrer ta respiration, rencontrer les mérous, les requins, plonger, progresser, découvrir de nouvelles sensations, maîtriser tes émotions,